Le brouillard londonien de novembre 1885 s'accrochait aux contours de la ville, telle une étreinte mortuaire. Les cheminées d'usine crachaient leur suie mélancolique qui se mêlait à la brume naturelle de la Tamise, créant un paysage spectral où les silhouettes des passants se dissolvaient dans la grisaille. Éléonore serrait contre son cœur le modeste sac en cuir élimé contenant l'intégralité de son existence. 3 robes dont les ourlets étaient repris avec un fil ne concordant jamais tout à fait, le roman Les Hauts de Hurlevent, dont la reliure s'effilochait, et le portrait miniature de sa mère, encadré d'argent terni. Ses doigts engourdis par le froid humide se rappelaient encore la texture rugueuse du seuil de la maison qu'elle venait de fuir. Chaque pas sur les paviers gluants de Whitechapel l'éloignait de l'enfer domestique où elle avait grandi, cette prison aux murs de misère où résonnaient encore les imprécations de son père et le silence résigné de sa mère. La mémoire lui revint, plus vive que la morsure du vent. L'odeur âcre du jean bon marché qui imprégnait les vêtements, les draps, jusqu'aux murs décrépits. L'ombre déformée de son père, William Swift, un docker aux épaules voûtées par les tonneaux et aux poings durcis par la colère. Le visage de sa mère, Margaret, jolie encore malgré les épreuves, progressivement émaciée par la phthisie et le chagrin. Sa mort survenue par une nuit de brouillard, semblable à celle-ci, avait été si discrète qu'on l'avait presque crue endormie. Le médecin des pauvres avait parlé de « faiblesse constitutionnelle ». Mais Éléonore savait. Elle avait vu la vie quitter lentement les yeux de sa mère, comme une bougie qui s'éteint faute d'air. Le dernier souffle de Margaret avait été un soupir à peine audible, libérant sa fille de sa surveillance inquiète, la livrant à la merci du monstre. L'opportunité s'était présentée comme une planche de salut dans un naufrage. Une lettre jaunie, écrite d'une main tremblante par une ancienne compagne de couvent de sa mère, lui offrait une position de gouvernante au domaine de Blackwood, perdu dans les landes sauvages du Northumberland. Les Ashworth, une famille de vieille noblesse, cherchaient une préceptrice pour leur fille unique. Le voyage fut une épopée de 2 jours entiers. Le train brinque-ballant, aux banquettes de velours râpé, puis la diligence aux ressorts fatigués, et enfin cette calèche privée envoyée par le domaine qui avait semblé à Éléonore un carrosse de conte de fèves. Lorsqu'elle aperçut enfin les grilles majestueuses de Blackwood, son cœur se serra. Les barreaux de fer forgés dessinaient des arabesques complexes, surmontaient des armoiries des Ashworth, un faucon d'argent sur champ de sable. De l'autre côté s'étendait un parc à l'anglaise, où les chênes centenaires étiraient leurs branches noueuses vers un ciel plombé. Au bout de l'allée cavalière, le manoir se dressait, impressionnant édifice de pierre grise que les siècles avaient patiné de lichen doré. Les fenêtres à meneaux semblaient observer l'arrivée de l'intruse avec une curiosité distante. Mrs. Campbell, la gouvernante en chef, l'attendait sur le perron. La femme avait la rigidité d'un métronome et le regard perçant de ceux qui voient tout sans pas être regardés. « Mademoiselle Swift, je présume. » Sa voix avait la sonorité précise du cristal. « Son seigneur et sa seigneurie vous attendent dans le salon vert. Veuillez me suivre. » Le hall d'entrée était un spectacle à lui seul. Un lustre de Venise suspendu à une chaîne massive éclairait les armures médiévales alignées comme une armée fantôme. Les portraits des ancêtres Ashworth, dans leur cadre doré, suivaient des yeux la jeune femme alors qu'elle traversait l'enfilade des pièces. Mais contrairement à ce qu'elle avait imaginé, une paix profonde régnait en ces lieux. Ce n'était pas le silence glacial des demeures aristocratiques, mais la quiétude organique d'un foyer vivant. Dans le salon vert, ainsi nommé pour les tentures de brocart qui habillaient les murs, Lord Alistair Ashworth et son appui Lady Béatrice prenaient le thé près de la cheminée de marbre. Lui, la cinquantaine distinguée, portait ses tempes argentées comme une couronne de sagesse. Elle, d'une beauté éthérée, semblait un spectre gracieux dans sa robe de soie ivoire. « Bienvenue à Blackwood, ma chère enfant », dit Lord Alistair Ashworth d'une voix qui réchauffait l'âme. « Mrs. Dawson nous a informés de votre situation. Ici, vous trouverez non seulement un emploi, mais un refuge. » Lady Ashworth posa sur elle un regard d'une douceur presque douloureuse. « Notre fille Charlotte a 7 ans. C'est une enfant sensible qui a grand besoin d'affection autant que d'instruction. » Éléonore, la gorge nouée, murmura « Je vous remercie, milord, milady. Je mettrai tout mon cœur à cette tâche. » Les semaines s'écoulèrent, tissant la trame d'un bonheur que Éléonore n'aurait osé imaginer. La vie à Blackwood obéissait à un rituel immuable mais réconfortant. Le lever à 6 heures précises, le petit déjeuner dans l'office des domestiques où régnait une camaraderie discrète, les leçons avec Charlotte dans la nurserie inondée de lumière. La petite fille se révéla être une élève aussi brillante que solitaire. Ses cheveux blonds formaient un nuage doré autour d'un visage parsemé de taches d'embousseur. Ses yeux, d'un bleu profond comme la mer du Nord,
brillait d'une intelligence précoce. Elle s'était attachée à Éléonore avec la force désespérée des êtres qui ont trop longtemps vécu dans la solitude. Leur journée était rythmée par les leçons de français, d'histoire et de calcul, mais aussi par de longues explorations dans le parc. Éléonore lui enseignait le latin des fleurs, lui montrait comment reconnaître le chant des merles et des grives. L'après-midi, elle se réfugiait dans la serre victorienne, où les orchidées dépliaient leurs pétales fragiles comme des confidences. C'est dans la bibliothèque, un sanctuaire aux étagères croulant sous le poids des savoirs, qu'Éléonore croisa Lord Alistair un après-midi de pluie. Il tenait entre ses mains un herbier ancien. « Je vois que vous avez découvert le véritable trésor des Ashworth, » dit-il en désignant le volume de botanique qu'un consultait. « Les livres sont les gardiens de notre humanité, mademoiselle Swift. » Il lui parla de son grand-père, le premier à avoir planté les rhododendrons qui fleurissaient en mai comme des buissons de feu, de sa passion pour les roses anciennes qu'il faisait venir de Perse, de son bonheur d'avoir trouvé en Béatrice, non pas une épouse de convenance, mais sa complice. Lady Ashworth, elle, peuplait les soirées de ses compositions au piano. Des mélodies de Schumann et de Chopin s'échappaient du music room, enveloppant le manoir d'une mélancolie poétique. Parfois, Éléonore surprenait le regard que les époux échangeaient, un langage silencieux fait de complicité et de tendresse. Pour la première fois, Éléonore découvrait la sécurité, l'impression d'appartenir à un tout. Les cauchemars de Whitechapel perdaient de leur acuité, remplacés par la réalité tangible de Blackwood. Ses mains, autrefois rougies par les lessives, retrouvaient leur pâleur. Son rire qu'elle avait oublié résonnait de nouveau dans les couloirs. Le bonheur, cependant, est une porcelaine précieuse entre les mains du destin. L'hiver 1886 fut particulièrement cruel. Dès décembre, les vents glacés venus de la mer du Nord apportèrent avec eux un blizzard historique. Pendant une semaine, Blackwood fut coupé du monde, enseveli sous un linceul blanc. C'est alors que la santé déjà fragile de Lady Béatrice s'altéra. Une toux sèche devint quinte épuisante, puis fièvre ardente. Le docteur Whittaker, arrivé en traîneau depuis Newcastle, parla de pneumonie foudroyante. Les journées devinrent un cauchemar veillé. Eleanor se relayait avec Mrs. Campbell au chevet de la malade, changeant les compresses, administrant les potions. Dans la pénombre de la chambre, Lady Béatrice ressemblait à une figurine de cire. Son dernier souffle, un matin de janvier où le givre dessinait des fleurs mortes sur les vitres, fut si ténu qu'on crut à un soupir du vent. La lumière de Blackwood s'éteignit avec elle. Lord Alistair, foudroyé par le chagrin, devint le fantôme de lui-même. Il errait dans le manoir comme une âme en peine, incapable de manger, de dormir, de vivre. À peine un mois après les funérailles, alors qu'il inspectait les écuries, son étalon arabe, effrayé par une bourrasque, se cabra brutalement. La chute fut lourde, définitive. La tête du comte heurta le pavé avec un bruit mat qui résonna dans le cœur de tous. En 6 semaines, Blackwood avait perdu ses 2 piliers. Le deuil s'abattit sur le domaine comme un voile noir. Eleanor, le cœur en lambeaux, serrait Charlotte contre elle. La petite fille, doublement orpheline, se réfugiait dans les jupes de sa gouvernante, son petit corps secoué de sanglots qui n'en finissaient pas. Le monde ordonné et doux qu'Eleanor avait patiemment construit s'effondrait. Le sentiment d'abandon familier la submergea à nouveau. Mais cette fois, une détermination nouvelle naquit en elle. Elle avait fait une promesse aux Ashworth. Charlotte ne serait pas une orpheline de plus. Les lettres mirent des semaines à retrouver l'unique héritier, Sébastien Ashworth, quelque part entre les casinos de Monte-Carlo et les salons parisiens. Son arrivée, un après-midi de mars où le vent balayait les dernières feuilles mortes, fut un coup de théâtre. Une berline noire aux armoiries effacées dévala l'allée dans un crépitement de gravier. Lord Sébastien Ashworth en descendit, drapé dans une cape de cavalier qui claquait comme un étendard. Il n'avait rien de la distinction tranquille de son frère. Plus grand, plus large d'épaules, il portait sa noblesse comme un défi. Ses cheveux châtains, trop longs, encadraient un visage buriné par les excès. Ses yeux gris de la couleur de l'acier et de la tempête semblaient percer les âmes pour en extraire les faiblesses. Il n'était pas seul. À son bras pendait une créature flamboyante, aux cheveux roux comme les braises, vêtue de velours pourpre. Une certaine Mrs. de Winter,
dont la réputation avait précédé sa venue. Dans leur sillage suivait un cortège de valets chargés de malles en cuir de Cordoue et de caisses de champagne. Son inspection du hall d'entrée fut un verdict sans appel. « Dieu que cet endroit sans le renfermer », déclara-t-il d'une voix traînante qui claqua comme un coup de fouet. Son regard se posa sur Eleanor, qui tenait Charlotte par la main. « La lignée, je présume. » Puis à Eleanor. « Et vous êtes la nurse. »« Eleanor Swift, milord, la gouvernante de mademoiselle Charlotte. »« Bien, occupez-vous-en. » La métamorphose de Blackwood fut immédiate et violente. Les portraits familiaux furent relégués aux oubliettes, remplacés par des toiles modernes aux couleurs crues. Le silence recueilli fut chassé par le vacarme des festivités. Le printemps et l'été 1886 virent défiler au manoir une faune bigarrée. Poètes maudits, actrices décavées, joueurs professionnels et femmes à la vertu douteuse. Charlotte, terrifiée par ce chaos, se barricada dans la nurserie avec Eleanor. Le manoir était devenu le théâtre d'une perpétuelle mascarade dont elles étaient les spectatrices impuissantes. Eleanor observait Sébastienne de loin. Il régnait sur ce cirque en monarque cynique, distribuant ses faveurs avec une générosité calculée. Mais parfois, dans le bref intervalle entre deux rires forcés, elle surprenait dans son regard une lueur de lassitude, presque de dégoût. L'incident éclata lors d'un garden party particulièrement tapageux. Une des invitées de Sébastienne, la célèbre et notoire Lady Davenport, eut la fantaisie de vouloir habiller la petite sauvageonne. Charlotte paniquée mordit la main parfumée qui voulait la saisir. Une enfant élevée par du personnel, visiblement, commenta Sébastienne avec un mépris qui fit rougir Eleanor. « Apprenez-lui les manières de son rang ou je trouverai quelqu'un qui le fera. » La colère fut plus forte que la prudence. « Mademoiselle Charlotte est en deuil, milord. Elle n'est pas une poupée pour divertir vos connaissances. Et je ne suis pas du personnel. Je suis sa gouvernante. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd de toutes les transgressions. Les yeux gris de Sébastienne se rivèrent à elle, écarquillés de surprise, avant de se rétrécir, dangereux. « Vous avez une langue bien affûtée. Mademoiselle Swift, dans ma maison, je préfère les langues silencieuses. Souvenez-vous-en. » Mais en se retirant, Eleanor crut discerner autre chose que de la colère dans son regard. Une lueur d'intérêt, presque de respect. L'été flamboyant céda la place à un automne mélancolique. Comme chaque année, avec les premiers frimas, la cour de Sébastienne se dispersa, laissant Blackwood vider de sa substance bruyante. Le manoir devint alors le royaume du silence et des remords. Sébastienne, qui fuyait la solitude dans le tumulte, semblait maintenant s'y complaire. Il passait ses journées enfermé dans le bureau de son frère, noyant ses pensées dans le brandy et contemplant le parc dépouillé. Eleanor, elle, préservait farouchement l'oasis de la Marcerie. Elle évitait soigneusement son employeur, mais le destin semblait se jouer de leurs efforts. Dans la bibliothèque, un soir, elle le surprit, ivre, tenant le portrait miniature d'Alistair. « Il était faible, vous savez » grommela-t-il sans la regarder. « Trop bon pour ce monde. Il croyait à la bonté des hommes. »« La bonté n'est pas une faiblesse, milord, » rétorqua Eleanor, incapable de se taire. Il se tourna vers elle, son regard embrumé. « La petite idéaliste. Vous croyez encore aux contes de fées? Le monde est une arène, mademoiselle Swift, et seuls les plus impitoyables en sortent vainqueurs. » Ces escarmousses verbales étaient entrecoupées de moments d'une étrange grâce. Un après-midi, elle le surprit dans les écuries, pensant lui-même son pur sang blessé avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Une autre fois, il fit venir discrètement un spécialiste de Londres pour l'atout persistant de Charlotte. L'attraction qu'elle ressentait pour lui était un poison délicieux. Elle le haïssait pour son cynisme, sa dureté, la façon dont il avait profané la mémoire de Blackwood. Mais elle était fascinée par l'homme derrière le masque, par la douleur qu'elle devinait sous l'arrogance. Elle le surprenait parfois à regarder les portraits de son frère et de sa belle-sœur, avec une expression qui n'était pas du mépris, mais de la jalousie et du remords. La jalousie, justement, devint un personnage à part entière. Lorsque le vicomte Everhart, un voisin veuf et respectable, commença à rendre visite à Eleanor, sous prétexte de s'enquérir de Charlotte, le comportement de Sébastienne changea. Il devenait sarcastique, pointilleux, trouvant toujours un prétexte pour interrompre leur conversation. Un jour où le vicomte offrait à Eleanor un recueil de poèmes, la voix de Sébastienne retentit, glaciale. « Mademoiselle Swift a des obligations. Les amourettes devront attendre ses heures de liberté. »
Le vicomte, confus, prit congé. Éléanore, furieuse, fit face à Sébastien. « De quel droit? Je ne suis pas votre propriété. »« Tout sous ce toit m'appartient, » répliqua-t-il, les yeux étincelants d'une colère disproportionnée. « Y compris le temps de ceux que je salarie. » Ils se regardèrent, haletants, à quelques pouces l'un de l'autre. L'air était électrique, chargé de tout l'inexprimé. De la colère, de la frustration, et cette attraction maudite qui grandissait entre eux comme une plante vénéneuse. Éléanore sentit son pouls s'emballer. Elle vit son regard descendre vers ses lèvres. Un instant, fou, elle crut qu'il allait l'embrasser. Mais il se ressaisit, son masque de froideur retrouvé. « Ne vous méprenez pas, je protège simplement la réputation des Ashworth. » Elle savait qu'il mentait. La crise finale survint à la fin de l'hiver 1887. Une tempête historique s'abattit sur le Northumberland, plus violente encore que celle qui avait emporté Lady Béatrice. Une cheminée négligée dans l'aile Oust prit feu. Les flammes, attisées par le vent, léchèrent avidement la vieille charpente d'oak. Le chaos éclata en pleine nuit. Les cris, l'odeur âcre de la fumée, le crépitement sinistre. Éléanore, réveillée en sursaut, n'eut qu'une pensée, Charlotte. Elle se précipita dans la nurserie, emmaillota l'enfant terrorisé dans une couverture, et se rua dans les couloirs déjà envahis par les volutes noires. Mais l'escalier principal n'était déjà plus qu'un brasier rugissant. Affolée, elle chercha une issue, toussant, les yeux brûlants. C'est alors qu'une silhouette émergea des ténèbres enfumées. Sébastien, en chemise de nuit, les cheveux en désordre. « Éléanore » hurla-t-il, et l'usage de son prénom la frappa comme une confession. Il lui arracha Charlotte des bras et lui attrapa la main. « Ici, vite !» Il les guida vers un passage secret, dissimulé derrière une tapisserie représentant la chosse aux faucons, un souvenir des jours heureux d'Alistair. Le couloir étroit et poussiéreux les mena à l'extérieur, dans le jardin transformé en enfer glacé. Une fois en sécurité, enveloppé dans des couvertures apportées par des domestiques affolés, Sébastien tourna les talons et replongea dans l'incendie sans une hésitation. Quand il ressortit, noirci de suée, une entaille sanglante au front, son premier regard fut pour Éléanore et l'enfant blotti contre elle. Le feu fut finalement maîtrisé, limitant les dégâts à l'aile Oust. L'adrénaline retomba, laissant place à l'épuisement et au choc. Plus tard, alors que Charlotte dormait enfin, épuisée par le peur, Éléanore se rendit dans le bureau, miraculeusement épargnée. Sébastien était assis devant les braises de la cheminée, un verre de brandy dans la main. Il avait l'air vulnérable, démoli. « Vous auriez pu mourir » dit-il d'une voix rauque. « Vous aussi » murmura-t-elle. Il se tourna vers elle. Dans la lueur dansante du feu, tous les masques avaient ondé. Le cynique, le dur, l'homme insaisissable avaient disparu. Il n'y avait plus qu'un homme terrassé par l'émotion. « Quand j'ai cru que vous étiez là-haut, que je pourrais vous perdre, je n'ai rien pu faire pour Alistair, pour Béatrice. J'étais à Paris à jouer au whist pendant qu'il mourait. Je ne méritais pas leur amour. » Les mots jaillirent alors, torrent de douleur refoulée. Il lui parla de son enfance dans l'ombre du frère parfait, de son sentiment d'illégitimité, de sa fuite dans les plaisirs faciles. Il lui avoua sa chante, sa jalousie face au bonheur simple qu'il avait trouvé à Blackwood, un bonheur dont il se sentait indigne. « Et puis il y a vous, » chuchota-t-il en se rapprochant. « Vous, avec votre force tranquille, votre dignité. Vous me regardez et vous voyez l'homme que je suis, pas l'homme que je devrais être. Vous m'haïssez et vous avez raison. » « Je ne vous haïs pas, Sébastien, » dit Éléanore, les larmes aux yeux. « Je ne vous ai jamais haï. » Il leva une main tremblante et effleura sa joue. Toute cette mascarade, ces fêtes, ces femmes, c'était pour ne pas penser, pour ne pas sentir ce manoir vide sans eux, et pour ne pas admettre que la seule personne qui ait jamais touché mon âme depuis mon retour était une gouvernante obstinée et trop courageuse. Il se pencha, et cette fois il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre, mais un baiser de naufragé, un mélange de désespoir, de passion et de rédemption. C'était le goût des larmes, de la suée et de la vérité enfin libérée. Éléanore s'y abandonna, sentant toutes les défenses s'écrouler. Elle aimait cet homme brisé, arrogant, impossible. Elle l'aimait. Le baiser dans le bureau fut l'aube d'une renaissance. L'incendie avait tout consumé sur son passage, y compris les mensonges qui les séparaient. Sébastien n'était plus le même homme. Il congédia les derniers parasites, mit fin aux frasques. Il entreprit de reconstruire l'aile endommagée, non pas comme un temple à sa gloire, mais pour rendre à Blackwood sa splendeur originelle.
un hommage à son frère. Il apprivoisa peu à peu Charlotte, découvrant la petite fille timide qu'était sa nièce. Leurs après-midi à cheval dans le parc devinrent un rituel sacré. Sa relation avec Éléanore fut un apprentissage mutuel. Ils apprirent à se connaître au-delà des rôles sociaux, des préjugés, des blessures. Leur amour n'était pas un conte de fées, mais une construction patiente, faite de cicatrices acceptées et de pardons offerts. Un an après l'incendie, au printemps 1888, alors que les jardins de Blackwood explosaient en un feu d'artifice de couleurs, Sébastien demanda Éléanore en mariage. Pas dans un bal fastueux, mais dans la bibliothèque, là où tout avait commencé. « Je ne te promets pas un homme parfait, Éléanore, je suis une œuvre inachevée, mais je te promets un homme qui t'aime plus que sa propre vie. Un homme qui, grâce à toi, a appris que la vraie force n'est pas dans la dureté, mais dans le courage d'aimer. » Éléanore, les yeux brillants de l'armeureuse, accepta. Leur mariage célébré dans la petite chapelle du domaine fut simple et poignant. Charlotte était leur demoiselle d'honneur. Mrs. Campbell pleurait silencieusement. Dans les jardins, les premières feuilles nouvelles chuchotaient au vent la promesse des saisons à venir. L'héritage des feuilles mortes, le poids du deuil et du passé, avait finalement donné naissance à un amour plus fort que tout. Un amour né des cendres, aussi tenace et vibrant que la vie qui renaît, promettant des étés de lumière et des hivers de douce chaleur, pour toutes les années à venir.